Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas votre intelligence qui fera de vous un dirigeant. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Alors pourquoi n'est-ce pas l'intelligence qui permet de gravir les échelons, justement ? Pour répondre à cette question, vous revenez sur un très bon film, Margin Call, qui raconte la crise des subprimes du point de vue d'une grande banque d'investissement new-yorkaise, et en particulier sur une scène. Oui, alors déjà, je conseille à tout le monde de voir le film, qui est effectivement excellent. Donc, ça raconte l'histoire d'une grande banque d'investissement juste avant la crise des subprimes. Alors, cette banque ressemble beaucoup à Lehman Brothers, hein, même si c'est pas explicitement dit. Voilà. Et donc, dans cette banque, il y a un jeune analyste, un jeune homme, qui fait des analyses scientifiques, techniques, mathématiques compliquées, qui découvre un jour que la banque est en grand danger de faillite imminente, parce qu'elle a beaucoup d'actifs et de produits financiers toxiques. Et il alerte sa hiérarchie, et ça prend une ampleur terrible parce qu'on se rend compte que la banque peut vraiment faire faillite, et ça va jusqu'à un point culminant qui est une réunion qui est organisée avec tous les responsables de la banque en plein milieu de la nuit. Et le grand directeur général, que l'on voit très rarement, arrive sur le toit de l'immeuble en hélicoptère pour bien montrer que c'est un homme de pouvoir, et il demande qu'on lui explique la situation. Alors, il est remarquablement interprété par Jeremy Irons. Et il y a un des directeurs qui essaie d'expliquer, évidemment, de tenir son rôle de directeur. Et là, le directeur général dit non, je veux qu'on m'explique vraiment qui est le jeune homme qui a découvert ça. Et donc, le jeune analyste était présent dans la salle, et donc tout tremblotant, il essaie de prendre la parole devant le directeur général. Et pour le rassurer, le directeur général lui dit avec un sourire un peu carnassier, écoutez, parlez-moi comme vous le feriez à un jeune enfant ou à un labrador. Vous savez, c'est pas mon intelligence qui m'a permis d'obtenir ce poste, vous pouvez me croire. Très fort déjà cette phrase. Ouais. Et une fois qu'on lui a expliqué le danger de la situation, il se lève, il regarde par la fenêtre et il ajoute vous voulez savoir pourquoi je suis ici, dans ce fauteuil avec vous aujourd'hui, pourquoi est-ce que je gagne une fortune ? C'est pour une raison, et une seule. Je suis ici pour deviner quelle pourrait être la musique du marché. Dans une semaine, dans un mois, dans un an. C'est juste pour ça et pour absolument rien d'autre. Et une fois qu'il a compris toute la situation, ce qu'il leur dit à la fin de la réunion, c'est que il est impératif que la banque se débarrasse de tous ses actifs. Ce qui évidemment, d'un point de vue moral, est affreux parce qu'ils vont vendre des produits toxiques à tous leurs clients. Ils savent qu'ils vont en fait ruiner leurs clients. Évidemment, la hiérarchie de la banque est paniquée par ça. Mais bon, il a pris sa décision. C'est la seule solution pour sauver la banque, ce qui montre évidemment le côté extrêmement carnassier qu'avaient ces banques d'affaires avant les subprimes. Je ne sais pas si elles ne les sont plus aujourd'hui. Alors justement, pourquoi cette scène est si révélatrice d'un point de vue managérial ? Je crois qu'elle est très intéressante à analyser pour comprendre la véritable hiérarchie des compétences, qui permettra peut-être à vous d'occuper un jour un poste de direction. Le tout premier niveau de la compétence, c'est le jeune analyste. Donc, c'est la compétence analytique. C'est la compétence analytique qui permet de comprendre les tenants, les aboutissants de situations complexes. Et pour cela, il faut rassembler beaucoup de données, et puis il faut traiter ces données, il faut mobiliser des outils. Ça, c'est ce que fait, vous remarquerez, généralement un débutant dans une organisation comme ça. C'est pas inintéressant de noter, par exemple, que dans les grands cabinets de conseil, un consultant, une consultante débutant, on l'appelle analyste. Vous commencez au niveau analyste, parce que vous faites des analyses. Alors, c'est très bien de faire des analyses, mais plus vous gravissez des échelons hiérarchiques dans l'organisation, plus des analystes ou des consultants externes font ce travail pour vous. Et c'est plus votre travail de faire des analyses. Alors, évidemment, il faut comprendre la démarche. Vous avez été analyste vous-même à un moment, donc vous savez comment ça se fait. Mais c'est plus vous qui faites les analyses. Quand vous montez dans la hiérarchie, vous ne faites plus les analyses, vous n'avez pas à les conduire vous-même. Le deuxième niveau de compétence, quand vous devenez manager, par exemple, c'est la capacité de synthèse. C'est-à-dire que par rapport à toutes les analyses qu'on vous a données, c'est à vous d'extraire les conclusions qui sont les plus pertinentes et les plus utiles, et comme ça de pouvoir éventuellement décider ce qu'il faudra faire. Et faut bien comprendre que
dans beaucoup d'organisations, les managers sont complètement submergés en fait d'analyse. Ils reçoivent des rapports en permanence, des présentations PowerPoint qui font quelquefois des dizaines et des dizaines de pages, des plans, des budgets. Enfin, il y a des analyses absolument partout. Et une compétence distinctive qui permet de distinguer les meilleurs, c'est de distinguer ce qui est véritablement clé de ce qui n'est pas clé. Et un petit peu comme le dit personnage qui est joué par Jeremy Irons, donc de deviner quelle pourrait être la musique du marché. C'est-à-dire d'identifier cette capacité de synthèse, de comprendre ce qui est important, et ça c'est plus important que l'analyse, c'est donc la synthèse. Mais a priori, qu'on parle de la capacité d'analyse, de la capacité de synthèse, toutes ces compétences sont le reflet d'une certaine forme d'intelligence quand même. Donc pourquoi vous dites que ce n'est pas l'intelligence qui mène au poste de direction ? Parce que ce qui mène au poste de direction, c'est une troisième compétence. Ah. C'est ni l'analyse, ni la synthèse. Il faut les avoir eues pour pouvoir monter dans la hiérarchie. Mais ce qui fera le petit plus, ce qui fera que vous irez vraiment en haut, ce qui est la compétence décisive, c'est la compétence politique. La compétence politique, c'est celle qui fait qu'une fois que vous aurez pris une décision, elle sera appliquée. Une fois que vous aurez dit, c'est ça qu'on va faire, tout le monde va vous suivre. Une fois que vous aurez donné une orientation, c'est l'orientation que tout le monde va adopter. Parce que si vous n'avez pas cette compétence-là, si vous êtes juste extrêmement intelligent, si vous savez faire des magnifiques analyses et des super synthèses, mais on ne vous écoute pas, ça va être affreux. Faut bien comprendre que si vous voulez vraiment réussir dans une organisation du type de celle-là, comme des banques d'affaires, mais il y en a d'autres en lesquelles c'est tout à fait vrai, moi je conseillerais peut-être d'être un petit peu moins intelligent et un petit peu plus politique que l'inverse. Parce que si vous êtes beaucoup plus intelligent que politique, vous allez faire des recommandations dont vous savez qu'elles sont parfaitement vraies, qu'elles sont parfaitement étayées, que c'est ça qu'il faut faire, mais personne ne vous écoute. Et ça, c'est absolument horrible. C'est une machine à frustration qui est absolument terrible. Et donc, il vaut mieux avoir un petit peu moins de compétences d'analyse, un petit peu moins de compétences de synthèse, mais avoir cette compétence politique qui, elle, fera que les choses vont effectivement se faire comme vous avez décidé qu'elles se feront. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que être intelligent sans avoir un esprit stratège, ça n'est pas suffisant. Non, parce que la stratégie, ça consiste pas à faire des rapports, ça consiste pas à faire des plans, ça consiste pas à faire des PowerPoint, ça consiste à changer effectivement ce que fait l'organisation. Et pour changer ce que fait une organisation, il y a un talent qui est absolument fondamental et qui est au centre, c'est le talent politique. Et c'est ceux qui ont ce talent politique de faire bouger les lignes qui sont véritablement ceux qui sont promis à un avenir de dirigeant. Et quand vous enseignez ça à vos étudiants, ils réagissent comment par rapport à cette compétence politique ? Est-ce que ça leur parle ou c'est complètement nébuleux pour eux ? Déjà, ça ne va pas parler à tous, parce qu'il y en a très peu qui deviendront effectivement dirigeants, parce que par définition, il n'y a pas énormément de postes de dirigeants. Maintenant, à l'âge où ils ont en général, c'est un peu compliqué pour eux, parce que eux, ils ont démontré généralement une bonne compétence d'analyse. Certains, pas tous, ont une bonne compétence de synthèse ou qui commencent à poindre. Une compétence politique, là, on est vraiment sur des tout petits effectifs. Et il y en a un certain nombre, je pense, qui savent que la compétence politique, c'est pas leur truc, ou qui même ne veulent même pas en entendre parler, qui voient ça connoté d'une manière un petit peu négative. Impur en quelque sorte. Moi, je suis dans la réalité des chiffres et des synthèses. L'aspect politique, c'est pas bien ça. Oui, mais non, parce que ce qui compte, c'est d'agir. Sans action, le monde serait resté une idée. Hein. Donc, ce qui est absolument important, c'est de mettre les choses en œuvre. Et pour ça, le talent politique est rigoureusement indispensable. Et cette compétence politique, est-ce qu'elle est liée à la seniorité finalement ? Est-ce qu'on l'acquiert avec l'âge ou on l'a plutôt de façon innée, spontanément ? Très compliqué de répondre à ces questions-là. Il y a plein d'écrits sur comment développer un talent politique. On peut renvoyer à Machiavel et à plein d'autres. Intéressant d'ailleurs que machiavélisme soit vu comme quelque chose de très négatif au passage. Alors que pas forcément, c'est une école de politique. Et comment faire pour effectivement faire que les choses se fassent. Mais on peut développer ces compétences-là. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont naturellement plus doués ou qui ont naturellement plus d'appétence pour ça. Et qui comprennent d'ailleurs assez vite que développer un talent analytique ou un talent synthétique, un talent technique extrêmement pointu, est finalement pas ce qui leur fera monter le plus vite. Ce qui les fera monter le plus vite, c'est de jouer plutôt sur cette corde politique. Merci Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.